12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Place à la critique. Aujourd'hui, on va rire, on va s'esclaffer, se taper des barres ou pas. 2 spectacles d'humour sont à l'affiche et on en parle. Sophia Aram, Le Monde d'après et le duo Dava avec Dava 9. Un autre duo pour en débattre ce midi, Adrien Denouet. Bonjour. Bonjour. Critique de cinéma et auteur. Et face à vous, un nouveau que nous accueillons avec plaisir, Guillaume Aurignac. Bonjour. Bonjour. Critique de cinéma également, réalisateur. Soyez tous les deux les bienvenus dans les midis de culture. Et on commence avec le spectacle de Sophia Aram, Le Monde d'après. Ségolène Royal, elle a quand même toujours été à la politique ce que la sodomie est à la reproduction. Divertissante, mais totalement inutile. Est-ce qu'on peut rire de la gauche? Non, les gens de droite, taisez-vous. Tout à fait. La gauche, Zemmour, les féministes non-binaires, hétéros, cis, non-racisés, les antivax, Cyril Hanouna, Ségolène Royal, on l'a entendu, les complotistes, aucun timbré n'échappe à Sophia Aram qui met tout le monde dans le même sac, raillant dans ce 5e spectacle Le Monde d'après, ceux-là même qui mettent leurs principes au-dessus de l'autodérision. L'humoriste, mais se définit-elle encore ainsi, qui officie tous les lundis matins sur France Inter, reprend ce principe des billets d'humeur, mais élargi à 1h10 de seul en scène et ponctué de sketch avec personnages. Est-ce que vous avez ri, Adrien Denouet? Alors, comme on l'a non. entendu avec Nicolas Herbeau à l'instant. Alors non, pas forcément, Ne ou dites alors pas pour des raisons qui, je pense, n'étaient pas voulues de la part de l'humoriste. En tout cas, j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez. Est-elle encore humoriste ou a-t-elle définitivement dérapé sur autre chose? C'est déjà une question qu'on se posait, en vérité, à propos de Sophia Aram. Sophia Aram, pour rappel, c'est quand même quelqu'un qui intervient sur France Inter depuis maintenant plus de 10 ans. Depuis 2010. Depuis, bientôt 15 ans, avec des billets humoristiques fortement teintés de politique, qui de plus en plus, et notamment tout dernièrement, je trouve, sont de plus en plus teintés de politique et de moins en moins humoristiques. Je dirais que ce spectacle-là, qui est une espèce de seul en scène, qui fait l'occasion, qui prend pour prétexte un bilan d'étape. Sophia Aram nous dit qu'elle a passé la quarantaine, qu'elle se sent un peu ringardisée par l'évolution de la gauche, de la droite, de son positionnement personnel. Je dirais que ce spectacle-là est l'occasion pour elle d'acter le fait qu'elle passe de l'humour à une sorte de profession de foi néoconservatrice et donc en fait à des partis pris politiques qu'elle assume, dont elle a envie de nous faire part. Le problème de ça, c'est que d'humour, je ne vois plus exactement où on en est, de quoi il s'agit, si bien que je n'ai pas énormément ri devant ce spectacle. J'ai plus eu l'impression d'être dans une espèce de, vous savez, de ces espèces de faux spectacles d'humour d'avant-meeting. Vous savez qu'on voit parfois pendant les campagnes présidentielles. Ça m'a un peu donné cette impression-là, tout en étant aussi quand même dans une espèce de chronique France Inter d'une heure 30. Guillaume Aurignac hoche la tête et je précise quand même que c'est Sophia Aram elle-même, à travers des interviews, qui dit qu'elle a perdu un certain sens de l'humour, qu'elle se sent moins drôle et qu'elle s'en fout. Et c'est arrivé notamment après 2015 et les attentats de Charlie Hebdo et aussi les attentats du Bataclan. Donc Guillaume Aurignac, vous hochez la tête sur des sketchs de pré-meeting. Oui, alors en fait, faut quand même dire que ça se présente quand même comme un spectacle humoristique. C'est un peu le problème, c'est que savoir où se niche l'humour en fait dans le spectacle. Du coup, alors moi quand je l'ai vu dans la file d'attente, il y avait un éditorialiste économique et un ancien directeur de l'OMC. Alors ça, pourquoi dire cela en fait? C'est parce qu'en fait, c'est un vrai intérêt pour la suite du spectacle. C'est qu'on a un petit peu l'impression qu'on est dans une sorte de conférence humoristique au Rotary Club et que les gens, il y a une espèce d'entre-soi des gens qui sont tous d'accord sur le fond politique de ce spectacle-là et qu'on est venu un petit peu ironiser. C'est ça le principe de l'humour du spectacle, c'est qu'on ironise sur les cibles que se donne Sophia Aram. Et je trouve que l'ironie, quand elle cible quand elle vise des cibles aussi évidentes, et ben en fait c'est pas très drôle, c'est juste simplement des gens qui se réassurent. C'est une entreprise de réassurance, je trouve. Ça conforte des gens qui pensaient déjà comme elles-mêmes, c'est ça, ça va pas bousculer ça des ne a bouscule priori. rien du tout, alors que le principe justement du rire, de l'humour, c'est de bousculer ses opinions, c'est de bousculer les clichés, de bousculer ses préjugés, et là c'est vraiment l'inverse, c'est une entreprise de réassurance, et c'est là où vraiment l'ironie n'est pas drôle du tout. Mais en même temps, ça peut marcher pour plein d'humoristes. Ce que vous dites, c'est que quand on va voir un humoriste qu'on aime, qu'on écoute, dont on suit les sketchs, on a envie de l'entendre, lui, avec un certain style, avec certaines idées. On est bousculé au tout début, et puis quand on est accroché à l'humoriste, on est content de le retrouver. Alors là, si je peux me Adrien permettre, Denouet. oui, on est quand même dans une tradition qui est celle de l'humour politique, tradition très française. On peut citer on peut citer dans la modernité que tout le monde connaît, on peut citer des gens comme
Guy Bedos, comme Christophe Alévèque, Pierre-Emmanuel Barré. Je veux dire, elle s'inscrit vraiment dans cette tradition-là. Or, tout l'intérêt de ces spectacles-là, c'est évidemment que vous savez que vous avez un public acquis. C'est-à-dire que vous êtes politisé, Oui, vous c'est le savez. ça. Elle a son public Elle a qui vient son la public. voir, qui l'écoute et Gauche social-démocrate, disons depuis une dizaine d'années, et elle se rend compte que ce programme-là a forcément évolué et qu'elle n'a pas forcément évolué avec. Or, ce qu'il se passe, c'est que le rôle de l'humoriste politique, c'est d'entraîner son public dans une remise en question, d'entraîner presque son public dans une espèce de mise en absurde de ses propres convictions. C'est là tout l'intérêt de l'humoriste, d'aller chercher l'absurde là où son public ne l'aurait pas forcément vu, et surtout surprendre son public. Or, Sophie Aram, ce qui se passe pendant 1h30, et une fois encore, j'arrivais sans la moindre attente ou même opinion préconçue, pendant 1h30, Sophie Aram ne fait que reflatter son public et même, j'ai envie de dire... Se reflatter elle-même aussi. Alors se reflatter elle-même parce que le spectacle manque énormément d'autodérision, mais peut-être qu'on y viendra un peu plus loin. Pour moi, selon moi, c'est quelque chose de très important. Je vais vous faire un comparatif très simple. J'ai été voir dernièrement, alors que c'est pas du tout ma came en vérité, mais j'ai été voir dernièrement Christophe Alévèque, qui fait en fait à peu près le même humour, c'est-à-dire du seul en scène politique avec un public acquis. Eh bien, j'avais trouvé que le spectacle de Christophe Alévèque, qui était exactement sur le même programme, c'est-à-dire je me sens vieux, je me sens ringardisé par toute cette époque où ce qui était de gauche est devenu de droite et ce qui était de droite est devenu de gauche. Eh bien, Christophe Alévèque s'en mettait des caisses en fait, montrer à quel point il était devenu ringard et s'en mettait lui-même à son propre personnage. Je veux dire, se moquer de lui-même. ça veut dire Alors ça allons-y sur le... Vas-y, non, Nicolas. juste ça rééquilibrerait s'il y avait cette autodérision. Mais c'est même plus que un rééquilibrage, c'est nécessaire. Mais c'est plus que de l'autodérision. Enfin, le problème, c'est que moi, il me semble que le spectacle est un peu vicié dès le départ, pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait, les cibles qu'elle attaque, c'est donc la partie malséante de la société française. Donc, ça va être les gilets jaunes, ça va être les extrémistes, les antivax, les complotistes. Et donc, du coup, elle défend quoi? Elle défend le cercle de la raison. Or, le problème de l'humour, c'est de toujours faire trébucher la raison. Toujours faire un pas de côté, de faire un glissement de la raison, de se rendre déraisonnable. Et elle fait exactement l'inverse, puisqu'elle défend ce cercle de la raison avec des raisonneurs qui sont contents de raisonner. Et donc, l'humour est complètement bloqué. C'est impossible d'avoir un spectacle drôle à partir de ce principe-là, en fait. Donc c'est là où on est sur le sujet de l'autodérision, mais aussi sur ce sujet que vous avez évoqué, Guillaume Aurignac, c'est-à-dire l'ironie. Est-ce qu'on peut dire qu'un spectacle d'humour très politique, peut se satisfaire uniquement de l'ironie? Pourquoi, en fait, l'ironie, comme elle le fait, ne serait pas à la hauteur d'un spectacle d'humour en tant que tel? Parce que l'ironie, c'est intéressant et ça marche, que c'est accompagné d'autodérision, d'ironie sur soi. Or là, c'est une ironie sur les autres, donc c'est donc des cibles qu'on se donne et desquelles on va se moquer gentiment, parce que c'est une sorte d'ironie, on va dire, très conventionnelle, très tranquille, très apaisée, très polie presque. Et donc elle se donne ces cibles-là, elle n'ironise jamais sur elle-même, et du coup ça bloque un petit peu tout son système. Alors dans le stand-up il y a quelque chose qu'on appelle le punch down et le punch up. Expliquez-nous. Alors pour expliquer, le punch up c'est quand on s'attaque au dominant, et le punch down c'est quand on s'attaque au dominé. Et là clairement son spectacle c'est du punch down, sauf qu'il n'y a pas le punch, il n'y a même pas le punch dedans en fait. Mais enfin, elle assume, Sophia Aram, de dire pourquoi le mépris social devrait-il concerner uniquement ceux d'au-dessus? Il y a de quoi faire sur toute l'échelle sociale. Moi, je trouve qu'elle s'attaque aussi à ceux d'au-dessus, mais effectivement, c'est ceux d'au-dessus de manière assez facile, c'est-à-dire Ségolène Royal, Philippot, Zemmour, c'est-à-dire en fait des personnalités politiques Controversées. Et surtout déjà dont on se moque déjà. Surtout Voilà, déjà dont on détruite se par moque tout le déjà. monde. Le travail de destruction de l'humoriste, elle ne le fait pas. Elle ne fait que conforter les opinions de son public. Et pour rebondir sur ce que disait Guillaume à l'instant sur l'autodérision et l'ironie dont l'ironiste doit faire preuve à son propre chef, il y a quelque chose de plus important et je dirais même problématique par rapport au spectacle de Sophie Aram, c'est que certes elle ne se moque pas d'elle-même, mais j'irai plus loin que ça, elle ne nous dit pas du tout qui elle est. C'est-à-dire qu'elle se contente de ce personnage sur scène, elle se contente de débiter un texte qu'elle a coécrit avec son mari, qu'elle débite, selon moi, un peu trop rapidement, mais surtout elle ne nous dit pas qui elle est. Or c'est très intéressant de savoir qui est Sophie Aram. Je suis pas complètement d'accord avec vous, Adrien Desnouettes. Continuez, mais... Sophie Aram, c'est quand même quelqu'un qui le revendique et qui l'assume dans son spectacle, mais qui est une représentante d'une communauté en France, particulièrement sur lesquels il y a des sujets constants dans les médias, qui est la communauté d'origine maghrébine en France. Or, Sophie Aram va se présenter pendant tout son spectacle comme une espèce d'émanation exemplaire de l'ascension sociale. Et là où je dirais l'humour atteint quelque chose de problématique, c'est que non seulement elle ne va pas se moquer d'elle-même, non seulement elle ne va pas se prendre elle-même comme sujet d'étude, mais elle ne va rien dire d'elle-même. Elle va simplement se contenter, j'ai presque envie de dire, et c'est là que c'est très problématique, elle va se contenter de reprocher à cette communauté-là dont elle parle, avec beaucoup de clichés,
que j'ai presque envie de qualifier de zémoriste, on pourrait y revenir, mais elle va presque se contenter de dire à cette communauté-là, je ne comprends pas pourquoi vous n'avez pas suivi mon chemin, pourquoi vous n'avez pas suivi mon modèle. Et donc cette exemplarité-là, non seulement elle n'est pas drôle, mais j'ai envie de dire qu'elle est anti-comique. Alors vous allez loin, là vous allez nous approfondir quand même cette idée, Adrien Desnouettes, mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que Sophia Aram, elle retrace quand même son parcours et elle fait presque un aveu d'échec. Elle ne cesse de dire, j'aurais voulu être de gauche, j'avais tout pour être de gauche, mais je n'y suis pas arrivée parce que moi je n'ai pas changé. Elle fait un aveu d'échec, de non-transformation, de non-évolution de même. Elle en dit beaucoup quand même. C'est un aveu d'opinion, c'est un aveu politique, c'est pas du tout un aveu de qui elle est. Or, moi ce qui m'intéresse, c'est quand elle nous dit « je viens de Trappes ». Je viens de Trappes, et qu'elle nous sert en fait une vision du Trappes qu'elle a connue. Vision qui, si vous l'écoutez, correspond quand même à un fantasme de très très travaillé dans la fiction française grand public, très travaillé aussi dans certains discours politiques. Elle répond à ça dans son spectacle, Adrien Desnouettes. Elle dit quand je raconte ça, on me dit que je me trompe, on revient me dire que je n'ai pas vécu ce que j'ai vécu. Elle reproche en fait à ces gens-là qui lui disent de dessiner un Trappes un petit peu idéalisé, que pour elle c'était vraiment sa réalité. Peut-être. Toujours est-il qu'elle ne fait que servir une soupe d'opinions, un tableau qu'on connaît très bien. On sait très bien quelles opinions il sert. Je n'ai rien, je veux dire, contre l'idée de faire de l'humour de droite. Si c'était poussé à l'extrême, si c'était poussé jusqu'à l'absurde, si justement elle allait me surprendre là-dedans, aucun problème. Simplement, elle se contente de ce cliché-là, qu'elle ne remet pas en question. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Elle prend des proies faciles, des cibles faciles. Elle ne détruit rien, et certainement pas elle-même. Il y a un moment très intéressant dans son spectacle qu'elle effleure sans jamais approfondir, c'est qu'elle qualifie, elle cite un moment une mère maltraitante. Elle parle de sa mère maltraitante, sans jamais rien nous en dire. Ce qui est pourtant, non pas forcément une obligation, un passage obligé d'un spectacle d'humour, mais si vous prétendez être exemplaire de quelque chose, ou du moins vous faire la voix de quelque chose, d'une opinion, d'un point de vue, la moindre déshonnêteté comique, c'est d'aller nous expliquer en quoi vous êtes une anomalie, en quoi votre point de vue mérite d'être Il y a aussi de la pudeur, j'imagine. Oui, mais cette pudeur, j'en ai rien à faire dès lors qu'on monte sur une scène et qu'on prétend faire de l'humour. La pudeur dans un spectacle comique, effectivement, c'est pas l'endroit en fait. Et sur la question du biographique, de l'autobiographique chez Sophia Aram, effectivement, le spectacle est encore un croisement de spectacle politique et de spectacle autobiographique. Le problème, c'est que les deux s'annulent l'un l'autre en fait, parce que le spectacle autobiographique ne sert que son opinion politique. Et à un moment, elle va utiliser le personnage de sa tante, Fatia, qu'on connaît, hein, en plus que les auditeurs d'Inter connaissent. Mais il n'est utilisé que pour justifier son opinion politique. Il ne raconte rien de son enfance à elle. Justement, parlons de la forme très rapidement. Enfin non, on a quand même 2 minutes. Ça alterne entre des notifications de téléphone. Donc elle s'assoit sur un tabouret, elle regarde ses notifications Twitter ou d'actualité. D'ailleurs, il faudrait revenir, je pense qu'il faudrait faire toute une émission sur le rapport des humoristes à Twitter parce qu'ils ne parlent que de ça. C'est presque insupportable. Les moments où elle fait des sketchs à personnages. Donc Fatia, il y a Lorraine aussi, on pense évidemment à une féministe qui porte ce prénom de Lorraine, qui serait au croisement du véganisme, non-binaire, enfin bon, tous les traits un petit peu caricaturaux d'une féministe, et donc des moments politiques. Et effectivement, ces moments-là, presque d'insert téléphonique, enfin, voilà, et ces moments de personnages semblent presque même parfois mal tissés entre eux. C'est quelque chose que je trouve à la limite pour le fou. Enfin, c'est quelque chose que j'ai envie de porter à son compte. Elle assume complètement la forme ringarde, pas ringarde, pardon. Vraiment ? Non, je vais vous dire, ringardisée par l'émergence spectaculaire du stand-up ces 10 dernières années. Mais ringardisée quand même. Elle assume complètement ce seul en scène qui consiste, comme vous l'avez très bien décrit, à une espèce de spectacle à la première personne où on n'oublie jamais qu'on a affaire à un personnage et à un texte dans lequel s'insèrent des petits sketchs, c'est-à-dire des personnages qu'on va plus ou moins bien faire. Là-dessus, si on parle vraiment, si on porte un jugement esthétique sur la qualité de la performance, je dirais que c'est inégal et plutôt... En fait, là où elle m'a le plus convaincu, c'est dans les sketchs. Non, mais assez bizarrement, où elle m'a le plus convaincu. Oui, certains personnages m'ont convaincu. Nonobstant Lorraine, une certaine... vous trouvez que c'est convaincant comme vu le nombre de critiques c'est le seul moment qu'on a de féministes. Non, c'est trop caricatural. Pourquoi j'avais envie qu'elle est végane? J'avais envie de nuancer par l'indulgence, mais je trouve que au moment où elle joue Lorraine, c'est-à-dire une espèce de militante woke extrêmement hystérique, non binaire, voilà, une espèce de personnage très gratiné, c'est le moment où Sophia Aram devient à la limite le plus monstrueux. Or, pendant tout le spectacle, elle a tellement été exemplaire et angélique, elle a tellement vendu l'angélisme de sa grande raison dont elle est la défenseuse, que ce moment où elle tombe, enfin où elle déchire un peu son masque par l'excès,
Ça m'intéresse un peu. Plus d'outrance. Guillaume Aurignac, peut-être un dernier mot, peut-être aussi sur ces moments de sketch, parce que c'est vous qui avez lancé cette idée-là. Oui, parler. Oui. Alors moi, effectivement, je pense que c'est la part la plus intéressante de son spectacle, les moments de sketch. Même si, encore une fois, c'est très affadi, et notamment sur donc le personnage de cette jeune militante woke. En fait, ce sont que des clichés très attendus dans sa critique, et c'est un peu dommage, parce que il ne faut pas s'interdire de critiquer, de caricaturer les féministes, les woke. Oui. Il y a aucune raison de se l'interdire, mais il faut le faire de manière outrancière, délirante, faire un peu délirer la langue, la performance. Et là, il y a rien de tout ça. C'est quand même très, 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 très sage. Donc plus d'outrance sur les féministes. Il y a des racisés dans la salle, je suis hyper contente. Non mais il y a plein de racisés, on me les a mis devant. Je suis trop contente que vous soyez là ce soir. Namasté. Cœur sur vous et vagin avec les doigts. Sophia Aram, Le Monde d'après, c'est à la Comédie des Champs-Élysées jusqu'au 29 novembre prochain et puis en tournée à partir de janvier 2024 dans toute la France. 12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau. Et maintenant, Sacha Béard et Augustin Chakel-Popoulos, mieux connus sous le nom de Dava 9. Moi, j'ai pas peur. Hein. Évidemment, l'islam, je pourrais dire 1000 blagues dessus. Là, en ce moment, j'ai pas de blagues sur l'islam, mais si j'en avais, j'en ferais plein de blagues sur l'islam. Mais là, j'en ai pas. En fait, voilà, j'ai pas de blagues sur l'islam actuellement. Mais si j'avais une blague sur l'islam, ouais, je la dirais, sans réfléchir. Mais là, j'en ai pas. J'ai pas de blague en ce moment. Enfin, j'ai pas de blague sur l'islam, mais si, voilà, tu vois, t'as compris. Ouais. Dava pour divertissement ad vita aeternam est un duo composé de Sacha Béard et Augustin Chakel-Popoulos, se présentant, je cite, comme les deux éditorialistes préférés des Français hors Corse et hors dom-tom, se situant au carrefour, je cite encore, du journalisme et de la rave party. Gênant, volontairement gênant et brassant large dans leur spectacle pédophobie, météo et gafave, Dava revient donc avec Dava 9. Et je m'arrête là pour éviter de tomber dans les clichés et de dire qu'ils sont un duo pop fluo et acide faisant voler en éclats la novlangue sociétale. Guillaume Aurignac, alors on en pense quoi de Dava ? Ben, Dava, c'est alors il faut pour les avoir suivis depuis 10 ans, ça fait donc 10 ans qu'ils opèrent dans les différentes salles de spectacle. Et il faut d'abord expliquer ce que c'est parce que c'est pas très évident en fait. Voilà. Faut nous les présenter quand même. Donc c'est un duo, Augustin Chakel-Popoulos et Sacha Béard, qui met en scène une sorte de dialogue entre deux où on ne sait pas si ce sont des personnages ou si ce sont eux-mêmes qui parlent. On est constamment entre le premier, le deuxième et le troisième degré. Et ce dialogue est une sorte de pastiche de ce que pourrait être un débat de plateau télévisé entre chroniqueurs. Comme nous, là, en fait. Un peu, voilà, un peu. Et sauf qu'ils le font légèrement délirer et il lui impose un rythme différent. C'est-à-dire que parfois, ça tombe complètement à plat. Parfois, c'est un peu hystérisé. Et du coup, cette espèce de décalage léger, à la fois dans le rythme et dans la langue, par rapport à ce qu'est un débat de plateau télévisé, eh ben, organise une sorte de critique radicale, mais vraiment radicale, sous couvert d'être très sobre, très tranquille, une critique radicale de l'époque. Et de l'époque à travers sa langue. Parce que c'est un pastiche du langage communicationnel qu'ils font, en fait, pendant 1h10 de spectacle. Et un pastiche que je trouve absolument étourdissant, absolument génial, parce qu'ils sont très intelligents, ils ont vraiment les bonnes références, ils savent exactement ce qu'ils font, et ils savent exactement faire ce petit pas de côté qui fait qu'on se dit, mais en fait, cette langue ne veut strictement rien dire. Cette langue qu'on parle tous, elle ne veut strictement rien dire. Et donc, c'est une sorte d'attaque par l'absurde de l'époque contemporaine. Adrien Desnoëttes. Non, mais je suis absolument d'accord avec Guillaume Aurignac. J'irais même jusqu'à dire que actuellement sur la scène française humoristique au sens très large, et il faut la prendre au sens large parce que comme ce que vient de dire Guillaume, c'est très difficile à définir ce qu'est le spectacle de Dava. Mais sur la scène humoristique au sens large, je considère que ce sont les meilleurs représentants je dirais, d'une espèce de rire à l'état pur. C'est-à-dire d'une espèce de rire qui a d'abord pour mission de détruire le sérieux des autres. Toute forme de sérieux, vraiment de disqualifier toute volonté de passer pour quelqu'un de sérieux. Évidemment, à commencer par tous les gens chez qui on passe pour quelqu'un de sérieux. À commencer évidemment parce qu'on est en train de faire ici dans les médias. Tout à fait. Je veux dire, là... C'est pour ça que c'est très difficile en plus de parler sérieusement de ce spectacle parce qu'on l'enferme dans une case, dans une catégorie, on essaie de le définir, dire « Ah, c'est vraiment très drôle, ça fait exploser la langue » et finalement ça restitue c'est presque trop enfermant pour ce qu'ils sont en fait, pour ce qu'ils disent.
De parler de la langue, vous voulez dire? De parler de Dava ainsi, en fait. Disons que pour essayer de faire comprendre, quand je dis essayer de faire comprendre les auditeurs, c'est que je pense qu'ils sont peu nombreux en fait à connaître Dava. Dava, comme disait Guillaume, ça fait à peu près 10 ans qu'ils sont sur les scènes. Ils ont réussi à se fédérer via YouTube où ils ont commencé, puis ensuite des radios libres qui s'appelaient Piaf à l'époque. Ils ont réussi à fédérer un noyau très très fidèle, mais un noyau, c'est bien qu'on pourrait presque appeler ça de l'humour de garage, mais qui s'assume en tant que tel. C'est-à-dire que c'est un humour sans compromission, extrêmement intègre, extrêmement authentique dans le sens où, et j'insiste là-dessus vraiment pour les auditeurs qui ne sauraient pas du tout ce que c'est Dava, c'est-à-dire dans le sens d'un spectacle qui ne ressemble à rien d'autre de ce qui se fait en France. C'est important de le dire. C'est-à-dire que on n'est pas du tout dans le stand-up. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans ce simulacre où le quatrième mur est tombé et où on s'adresse à son public pour dialoguer avec lui. Pas du tout. On est dans une forme de sketch constamment glissant, délirant, où l'absurde reprend possession de chaque phrase et où le public va être mis dans un état de j'ai presque envie de dire de vertige métaphysique. Malaise. Ah mais plus que du malaise, de vertige. C'est-à-dire qu'on peut vraiment sortir de ce spectacle si on ne sait pas du tout qui sont. Un peu angoissé. Ah mais plus qu'angoissé, c'est-à-dire qu'on ne sait plus en quoi croire. Et je pense que c'est le but de ce spectacle. On peut quand même se dire que le spectacle, il réside en deux parties, il est constitué de deux parties. Il y a quand même une première partie qui est donc une sorte de, je pourrais même pas dire de satire, de pastiche, d'émission télé avec des lancements foireux. C'est un régime parodique intégral. Voilà, c'est ça. Et la deuxième partie, et ça c'est assez dingue, la deuxième partie du spectacle est entièrement consacrée aux remerciements. Et alors moi je me suis dit au bout d'une demi-heure de spectacle, il remerciait. Je me dis ah bon ok, c'est fini et tout. Et ça, au moins, on sait que la structure, là, déjà, est déconcertante. Guillaume Aurignac. Oui, la structure est déconcertante. Après, c'est vraiment quelque chose qui appartient. Enfin, là, pour le coup, si on doit leur chercher une référence, elle sera américaine. Ce sera Andy Kaufman. Alors, c'est qui Andy Kaufman? Alors, Andy Kaufman, c'était on va dire qu'il appartenait à la scène de stand-up dans les années 70 aux États-Unis, mais c'était une sorte de parodiste intégral de tous les personnages qu'il mimait sur scène, et on ne savait pas s'il était le personnage ou s'il était quelqu'un qui jouait le personnage. Et il y avait une sorte de trouble et d'indécision constamment sur cette frontière-là et qu'il n'a jamais voulu lever. Et voilà. Et Milos Forman en a fait un film, Man on the Moon, avec Jim Carrey, qui raconte très très bien ça en fait. Et jusqu'à la fin, on n'a jamais su qui était Andy Kaufman. Ce qui est très important de souligner, je rebondis sur ce que dit Guillaume Aurignac, c'est extrêmement... Tout le monde n'est pas obligé de connaître Andy Kaufman. Voilà. C'est extrêmement flatteur d'être comparé à Andy Kaufman. Andy Kaufman, il avait la réputation d'être un performeur qui d'ailleurs ne se définissait pas comme humoriste comique, qui était absolument unique, qui ne ressemblait à personne d'autre. Et j'abonde vraiment dans le sens de Guillaume, dans le sens où je suis d'accord, la seule hérédité qu'on pourrait trouver à Dava, c'est vraiment Andy Kaufman. Et dans le sens où, en fait, on ne sait jamais s'il y a quelque chose derrière le masque d'Andy Kaufman, et on ne saura jamais s'il y a quelque chose, en tout cas jusqu'ici, s'il y aura quelque chose derrière le masque de Augustin et Sacha de Dava. Il y a vraiment cette espèce de grand trouble, de grande perturbation proprement comique, où on ne sait pas à qui on a affaire, mais jusqu'au boussole morale du sketch. C'est-à-dire qu'on se sera moqué tellement de tout, dans tous les extrêmes politiques, dans tous les extrêmes philosophiques. On aura tellement cité de choses extrêmement maîtrisées, parce que faut rappeler aussi que certes on cite des choses et qu'on se moque des médias, mais avec une maîtrise de cette langue, de cette novlangue, de l'absurdité de ce jargon, qui est incroyable, je veux dire, qui est virtuose. Et ben ça, il n'y a vraiment que Andy Kaufman qui l'ait fait dans la scène humoristique, à ma connaissance, dans la scène humoristique de scène occidentale. Enfin, j'ai pas d'autres références là-dessus. Mais alors, quand on est désarçonné aussi, on se demande si parfois, quand c'est gênant, c'est-à-dire quand il y a des problèmes de rythme, quand ils se donnent mal la parole, quand il y a des moments où on se demande s'ils sont mauvais ou si c'est volontaire. Mais c'est volontaire pour qu'on se le demande en fait. Il faut qu'on se le demande. C'est-à-dire que le principe, effectivement, c'est ce que dit donc Adrien, c'est qu'en fait il n'y a pas de fond. Ils nous échappent constamment ces personnages-là. Ceux qu'ils sont sur scène, ceux qu'ils sont dans la vie, on ne sait pas trop. Ils nous échappent constamment. Et pourquoi? Parce que du coup, ça nous renvoie en miroir à notre condition à nous, qui peut-être nous aussi nous n'avons pas de fond. Nous sommes pris dans cette espèce de langage purement superficiel qui utilise des tropes habituelles, des clichés, etc. On a l'impression qu'on se repose là-dessus constamment, et en fait, ça n'a aucun sens. Et c'est un spectacle sur la signification impossible des choses du langage, en fait. Adrien Desnouettes. Sur cet aspect de la forme du spectacle et de ce que ça peut avoir d'être très perturbant dans des moments très gênants, très longs, avec vraiment des silences, je pense qu'il faut aussi se rappeler que il se moque de tout, mais y compris du rire. Et donc, y compris des conventions des spectacles des autres. Et donc, il y a une espèce d'hypermaîtrise dans la volonté de ne pas être dans la réussite, de ne pas être dans le gag facile, la blague facile. Il y a très peu de gags et de blagues, en fait. Moi, personnellement, j'en décompte à peu près 2 ou 3 dans le spectacle. Et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de sourire pendant tout le spectacle. Ah, même de rire, quand même. Ah oui, quand bien même. sûr. Plus mais, que de sourire. Qui ne sera pas on va pas aller chercher la punchline, on va pas aller chercher une mécanique, une routine de expression de la blague traditionnelle, classique, ou un sketch évident, comme chez Sophia
Aram, où d'un côté on va passer, hop, Sophia Aram passe à Ludivine, la woke de service. Lorraine. Lorraine, pardon. Le problème, en fait, par rapport à ça, c'est qu'en fait, ils ne disent jamais ce qu'ils font. Ils ne nous avertissent pas. Donc, pour c'est les à nous- journalistes, c'est frustrant. C'est à nous de trouver notre Voilà. chemin, en fait. Et c'est pour ça que c'est pas évident au début, quand on les découvre, on ne sait pas où on en est, quoi. Si c'est du lard, du cochon, du premier, du deuxième, du troisième degré. Est-ce qu'ils ont une approche différente, en tout cas dans ce qu'ils nous montrent sur les réseaux sociaux? On a parlé de YouTube et des réseaux sociaux, ces vidéos qui Ils sont sont beaucoup souvent sur Instagram très et courtes, TikTok. des petites scénettes, et ce spectacle qui est donc plus dans la longueur. Est-ce qu'on retrouve les mêmes choses? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ça se tient? Oui, dans l'esprit, c'est tout à fait équivalent. C'est-à-dire que alors bien sûr, à chaque forme va venir s'adapter le sketch et sa durée, sa temporalité, mais on est toujours dans l'idée de décevoir les attentes. Si les autres sur YouTube font quelque chose, on va faire l'inverse de McFly et Carlito. Si les autres sur Instagram vont avoir tendance à faire péter une blague au bon moment, on va faire l'inverse et on va jouer sur la gêne. Exactement pareil sur une scène de spectacle. Et puis ce qui est paradoxal, c'est que pour le coup, j'ai testé montrer une petite vidéo de Dava à un ami et il était atterré. C'est vraiment et c'est après qu'il m'en a reparlé en me disant mais en fait du coup j'en ai eu d'autres dans mon algorithme et donc il les a regardés et là en fait il a commencé à rire, mais c'est quand même très paradoxal de ne pas susciter le rire, voire l'angoisse, et d'être quand même dans un spectacle d'humour. Guillaume Aurignac. Moi, je trouve que c'est quasiment à leur crédit. C'est vraiment quelque chose qu'il y a à mettre à leur crédit, c'est-à-dire qu'ils ne se sont jamais rabaissés à essayer de faire rire vite. Il y a quelque chose que l'humoriste Louis C.K. disait, ça ne m'intéresse pas d'être drôle. Et vraiment, il y a quelque chose comme ça chez eux. Ils ne cherchent pas à être drôles, en fait. Mais Sophia Aram aussi le dit. Maintenant, donc oui, mais elle le dit parce c'est la tendance des humoristes. Elle le dit Elle en passe par les conventions du rire classique. Eux, ils cherchent à déconstruire effectivement le rire en même temps. Donc c'est quelque chose c'est un travail de très longue haleine et qui est à la fois très 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 noble, je trouve. Pour revenir sur Sophia Aram Adrien et Denis. le contenu un peu angélique de ce qu'elle essaie de faire paraître sur son propre personnage, je dirais vraiment que Dava est la part démoniaque qui surgit à une époque où tout le monde veut être pris pour un modèle et un exemple. Vraiment une espèce d'époque où sur Instagram tout le monde doit être pris pour modèle. Eux vont faire exactement l'inverse. C'est vraiment le rire dans son acception la plus démoniaque et donc selon moi la plus pure. Guillaume Aurignac, un dernier mot, je voulais en ajouter un. Je suis absolument d'accord avec ce que dit Adrien, mais ils le font sans jamais l'afficher, ce que je trouve vraiment exceptionnel. Alors, allez voir Dava, Sacha Béard et Augustin Chakelpopoulos. Pour Dava 9, c'est au Théâtre Métropole jusqu'au 4 janvier, puis en tournée à partir de janvier 2024. Prenez vos places parce que franchement, c'est rempli. Merci à tous les deux, Adrien Desnouettes et Guillaume Aurignac. Vous retrouvez, chers auditeurs, auditrices, toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission Les Midis de Culture et sur l'application Radio France.